Je connais ce murmure intime qui ne vous lâche plus, ce doute discret, mais persistant, qui s'immisce à chaque battement de votre cœur. Il vous susurre que vous n'êtes jamais assez, que votre confiance, rougeoyante un instant, se dissipe aussitôt sous la houle silencieuse de vos pensées. Vous vivez ainsi, chaque jour, comme un navire ballotté entre deux eaux, l'illusion d'une assurance fragile et la crainte d'un retour de tempête émotionnelle. Et cette lutte, toujours invisible aux yeux des autres, finit par vous user. Vous ne savez plus si la mer est calme ou trahie par un courant sous-jacent, et vous vous sentez épuisé avant même d'avoir commencé votre journée. Au fond de vous, un désir secret palpite. Non pas une confiance fabriquée de toutes pièces, mais une conviction profonde, enracinée dans votre être. Vous rêvez d'une flamme intérieure qui ne vacille pas au moindre souffle adverse, d'une certitude qui ne soit pas gonflée de mots vides, mais d'une force authentique, capable de résister à l'orage. Pourtant, vous avez essayé les affirmations positives. Vous avez répété « je suis capable »,« je mérite le bonheur » et tant d'autres. Et vous êtes retombé sur ces mêmes doutes, plus forts qu'avant. Ces mots résonnaient dans l'air, mais ne s'incarnaient pas dans votre vie. Sénèque, avec sa sagesse tranchante, l'a formulé clairement. Ce n'est pas l'objet de nos pensées qui nous trouble, mais la violence avec laquelle nous les chérissons. Répéter une phrase sans la vivre, c'est comme hisser une voile vide. Le mot se déploie, mais il n'entraîne aucune avancée. L'affirmation reste une coque creuse, exposée au vent contraire de votre passé, sans mât solide pour porter votre confiance. Vous avez senti l'écho de cette vérité, mais vous ne saviez pas encore comment en faire un levier. Épictète, lui, insiste sur le passage de la parole à l'action. Ce ne sont pas les paroles qui forment l'homme, mais la façon dont il les met en pratique. C'est là que tout bascule. Le simple énoncé d'une intention n'est pas suffisant. Il faut l'éprouver. Il faut la soumettre à l'épreuve du réel. Écrire « je suis courageuse », puis affronter une petite contrainte qui vous fait trembler. Dire « je suis calme », puis observer votre souffle fébrile et le réajuster. Car ce n'est pas un mot qui vous fait grandir, mais l'écart que vous comblez entre ce mot et vos actes. Pendant 30 jours, j'ai suivi ce chemin. J'ai transformé la répétition mécanique en une série de gestes questionnants, inconfortables, qui ont mis mes affirmations au défi. J'ai testé des formules interrogatives. J'ai associé chaque mot à une action concrète. J'ai consigné mes micro-victoires chaque soir pour donner une forme vivante à ce qui semblait immatériel. J'ai vu naître, lentement, une conviction stoïque. Non pas un optimisme sans fond, mais une force intérieure forgée jour après jour, comme on trempe un métal à froid. Ce que je vais partager avec vous n'est pas une méthode miracle. C'est un récit de transformations invisibles. Les embûches que j'ai rencontrées, les moments où l'âme résistait, les prises de conscience qui ont fait basculer le moule. Et surtout, j'aimerais vous montrer comment, vous aussi, vous pouvez faire de l'affirmation positive non pas un simple écho intérieur, mais un tremplin vers une existence où votre parole guide vos pas, où votre confiance n'est plus menacée par chaque vague émotionnelle. Accueillez ces pages comme une main tendue, non pour vous imposer un dogme, mais pour vous inviter à explorer, à éprouver, à devenir l'artisan discret de votre propre assurance. Car la véritable force ne naît pas du mot, mais de celui ou celle qui, chaque jour, choisit de l'incarner. Il existe une douleur discrète, presque imperceptible, qui ronge ceux qui répètent des affirmations positives, sans jamais les incarner véritablement. Cette douleur se manifeste comme une dissonance. Vous prononcez « je suis fort »,« je mérite le bonheur », mais l'écho dans votre esprit sonne creux, comme un chant sans note juste. Chaque mot qui sort de vos lèvres traverse un vide intérieur, et la blessure enfouie s'aggrave. Au lieu de vous renforcer, l'affirmation vous rappelle combien vous êtes éloigné, de ce que vous voudriez être. Au plus profond de vous, une voix se lève. Pourquoi ces mots ne résonnent-ils pas en moi? Vous avez cru que la répétition suffirait, que la simple formulation d'une intention créerait le changement. Mais la réalité est plus complexe. Votre âme ne se nourrit pas de slogans. Elle réclame une chair, un geste, un engagement. Sans elle, l'affirmation reste une coquille vide, une lettre sans destinataire. Vous ressentez alors un inconfort plus aigu, l'impression de tourner en rond, de ressasser des formules qui ne vous portent pas. Cette blessure, vous l'avez peut-être masquée derrière un sourire poli ou un carnet bien rempli, mais elle est là, tapie dans votre résistance interne. Elle naît du fossé entre vos mots et votre vie. Vous répétez des mantras pendant quelques secondes, mais aussitôt, vos pensées vous ramènent à vos craintes les plus anciennes.
Vais-je être jugé? Trop fragile si j'admets mon doute. Ce questionnement silencieux cloue vos affirmations au sol, les empêche de prendre l'envol qu'elles méritent. Sénèque nous met face à cette réalité sans filtre. Ce n'est pas l'objet de nos pensées qui nous trouble, mais la violence avec laquelle nous les chérissons. Vos mots, vous les chérissez avec l'espoir qu'ils panseront vos plaies, mais c'est cette même vigueur, sans direction claire, qui les fait rebondir sur une peau trop épaisse. Vous comprenez alors que l'affirmation positive, si elle reste uniquement mentale, devient une chanson discordante, répétée mécaniquement sans qu'aucune note ne vienne réellement chatouiller votre cœur. Pour donner chair à cette parole, il faut briser le sortilège de l'illusion. Il faut comprendre que l'affirmation, pour porter ses fruits, doit rencontrer une forme de résistance, un point de friction qui réveille la pulsation de votre être. Sans cela, vous risquez de voir vos affirmations se transformer en une injonction supplémentaire, un reproche silencieux. Tu n'y arrives pas, puisque tes mots ne se réalisent pas. Vous entrez alors dans un cercle vicieux où le mot censé guérir devient une épreuve de plus. La blessure cachée ne se guérit pas dans le verbe seul. Elle réclame une mise à l'épreuve, un questionnement. Qu'est-ce que je respire vraiment lorsque je dis « je suis capable » ? Quel frisson parcourt mon corps quand je murmure « je mérite le bonheur ». Si aucune vibration ne vous traverse, c'est que le mot n'a pas trouvé de tremplin dans votre chair. Et sans tremplin, il retombe lourdement, sans élan. La prochaine étape, alors, ne consiste pas à répéter plus fort, mais à questionner la possibilité même de cet élan. C'est là que commence la vraie transformation. Non plus le geste vain de formuler, mais l'audace de vous interroger, puis d'agir pour voir si votre mot peut se matérialiser. C'est le point de bascule où la parole rencontre l'expérience, et où la blessure, en étant enfin nommée, peut commencer à cicatriser. Il arrive un moment où l'affirmation positive se transforme en vœu pieux, sans substance, une bulle de savon coloré qui éclate au contact de la réalité. Vous vous surprenez à croire que répéter « je suis heureux » ou « j'attire l'abondance » suffira à faire taire les échos de votre passé, à dissoudre les ombres d'anciens échecs. Mais ce mur de mots va se fissurer dès qu'un grain de sable, une remarque anodine ou un contretemps viendra heurter vos certitudes. Vous découvrez alors la faille. Croire que la simple répétition gomme les blessures anciennes, c'est nourrir une chimère. Cette illusion d'un optimisme hors sol n'est pas anodine. Elle vous place dans une posture de consommateur de bonheur plutôt que d'artisan de votre vie. Vous attendez que le monde se modifie, que l'univers réponde à votre incantation, et vous vous retrouvez déçu, voire trahi, quand rien ne se passe. Votre esprit, habitué à chercher un signal externe, se rétracte dans un isolement silencieux, où la frustration grandit. L'optimisme devient chimère car, privé d'ancrage, il flotte au-dessus de vous, sans lien avec les actions concrètes qui seules peuvent transformer votre réalité. Le stoïcien ne nie pas la souffrance ni l'aspiration au bonheur. Il enseigne, au contraire, que l'espoir est précieux lorsqu'il se concentre sur ce qui dépend de nous. En s'efforçant d'ignorer ce qui ne dépend pas de soi, on cesse de gémir sur les circonstances extérieures et on commence à agir là où l'on a du pouvoir. L'optimisme stoïcien n'est pas une illusion, il est une discipline, une orientation de l'âme vers l'effort, la résilience, la vertu. Sans cette discipline, toute affirmation positive reste une simple décoration, belle mais fragile face aux tempêtes émotionnelles. Concrètement, vous avez peut-être ressenti ce découragement silencieux. Vous vous dites « je suis confiant ». Et pourtant, dès qu'un obstacle se dresse, la confiance s'effrite comme un vieux mur. Parce que la répétition seule ne suffit pas. Il faut un socle. Il faut un acte pour soutenir la pensée. Sans cela, chaque mot devient une provocation. Pourquoi moi, alors que je devrais être invincible? Vous vous imposez une injonction de bonheur, et la souffrance apparaît comme une défaillance personnelle plutôt que comme un appel à l'action. Cette illusion peut vite tourner au piège. Elle vous enferme dans une logique manichéenne, où tout va bien, où vous avez échoué. Et quand la vie vous ramène à votre humanité, vous vous blâmez encore davantage. L'optimisme devient pire que le pessimisme. Il vous isole dans une quête vaine, une course après un mirage. Vous finissez par suspecter la parole elle-même, comme si la formule magique avait perdu son pouvoir. Pour sortir de cette illusion, il faut renouer avec la responsabilité stoïcienne. Chacune de vos affirmations doit être liée à un petit engagement concret. C'est un passage obligé, une sorte de contrepoison. Vous ne dites plus seulement « je suis capable »,
Vous ajoutez immédiatement « et je m'engage à faire ce petit geste qui le prouve ». Vous transformez l'optimisme d'apparence en optimisme enraciné, celui qui se nourrit d'une responsabilité joyeuse et lucide. Car la seule illusion intolérable, c'est de croire que le mot sauve sans l'acte. Et la seule joie véritable, c'est celle qui naît de vos efforts, patiemment répétés, jour après jour. Il y a un moment où l'affirmation positive bascule de simple bande-son à éveil intérieur. Ce moment se produit quand la formule cesse d'être une déclaration unilatérale pour devenir une question qui engage l'action. Au lieu de graver « je suis capable » dans le marbre muet de votre esprit, imaginez-vous le transformer en « comment puis-je agir aujourd'hui pour le devenir ?» Cette question, tout de suite, reforme l'espace de votre pensée. Elle arrête le flot des mots mécaniques et sollicite votre responsabilité vivante. Vous sentez peut-être déjà la différence. Là où l'affirmation figée se heurte à votre immobilisme, la question intruse fait vibrer une corde sensible. Elle n'impose pas une vérité, mais vous sollicite. Elle invite votre corps, votre cœur et votre esprit à se mettre en mouvement, à chercher, à tâtonner, à expérimenter. Dans cette interrogation, la pensée positive cesse d'être un slogan pour devenir un point d'origine, une boussole qui vous guide vers l'horizon de votre propre capacité. Le stoïcien ne se contente pas de penser, il s'enquiert. Que puis-je faire? Cette formule questionne votre réalité concrète et non un idéal abstrait. Elle vous pousse à observer votre contexte, vos ressources, vos limites, vos peurs, vos obstacles. Elle ne vous mente pas en vous promettant un changement instantané. Elle vous conduit vers une exploration humble de votre quotidien. Car ce que vous faites, même minuscule, est le véritable indicateur de ce que vous devenez. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Il ne promet pas d'un coup de maillet de façonner la statue. Il aiguise d'abord ses outils, il touche la matière, il commence par un coup léger. De même, votre affirmation interrogative aiguise votre attention. Elle déplace votre posture intérieure. Vous passez d'un état de simple spectateur de vos mots à un acteur actif de votre vie. Vous devenez le sculpteur de votre propre devenir, question après question, geste après geste. Pratiquement, chaque matin, prenez cette affirmation interrogative. Comment puis-je agir aujourd'hui pour devenir? Et ajoutez-y votre objectif. Confiance, calme, présence, courage, ce qui est essentiel pour vous. Laissez-la résonner quelques instants dans votre conscience avant de poser votre premier pas. Cette question va infuser votre journée. Elle va faire teinter vos décisions d'une intention nouvelle. Chaque fois que vous hésitez, que vous remettez à plus tard ou que vous succombez à l'inaction, renvoyez-vous doucement à cette question, comme à un phare intérieur. Le puissant retournement, ici, s'appelle la responsabilisation. Au lieu de vous admirer dans un miroir d'autocongratulation, vous vous mettez en demeure d'agir. Et c'est l'action même, aussi petite soit-elle, écrire une liste, répondre à un message qui pèse, faire une respiration consciente, qui confirme et nourrit votre affirmation. Vous ne comptez pas sur la répétition passive des mots, vous misez sur la qualité de vos choix, car, comme le rappelle Épictète, ce ne sont pas les paroles qui forment l'homme, mais la façon dont il les met en pratique. Cette transformation n'est ni rapide ni spectaculaire. Elle est discrète et profonde. Les premières fois, vous ressentirez peut-être un léger inconfort. La question vous force à regarder vos lacunes et votre paresse. Mais c'est dans cette friction que naît la chaleur de la conviction. Chaque réponse que vous trouvez, chaque geste que vous faites, construit une pierre de plus à l'édifice de votre assurance. Vous passez du « je crois » au « je fais », du « je dis » au « je deviens ». Ainsi, l'affirmation interrogative devient votre levier quotidien. Elle vous tire hors de la passivité et vous renvoie sans cesse à votre pouvoir d'action. Elle vous rappelle que la parole a besoin d'un écho dans le réel pour prendre vie. Et petit à petit, vous découvrez que vous n'avez jamais été distant de votre propre force. Vous n'aviez simplement pas appris à la solliciter avec un questionnement actif, doux mais exigeant. Cette clé stoïcienne, simple en apparence, est peut-être la plus puissante de toutes. Transformer un mot en interpellation, un écho en engagement, une vague de doute en élan vers l'action. Il est une vérité stoïcienne que beaucoup redoutent. La parole ne vaut que si elle s'éprouve dans la chair. Vous avez sans doute remarqué ce malaise. Vous proclamez « Je suis courageux, ce ». Et pourtant, dès qu'un regard se pose sur vous, ou qu'une hésitation vous gagne, la formule se dissipe comme un mirage au soleil. Cette distance entre le mot et la réalité peut être comblée par une simple épreuve,
une contrainte volontaire qui place l'affirmation face à son reflet le plus cru. Chaque matin, après avoir formulé votre affirmation interrogative, engagez cette épreuve. Prenez 2 minutes pour la déclamer à voix haute devant le miroir, debout, la colonne droite, le regard fixe. La contrainte, que vous ressentiez l'inconfort d'exposer votre voix aux propres oreilles de votre conscience. Cette posture droite n'est pas un artifice. Elle est le signal silencieux que vous vous tenez debout devant votre propre être, sans phare, sans refuge. Quand vous forcez cette voix à résonner, vous forcez aussi la réalité intérieure à se manifester. C'est là que survient le déclic. Vous entendez votre affirmation prononcée, mais sans conviction. Vous notez la légère tension dans la mâchoire, l'hésitation dans l'intonation, le rythme saccadé. Cette dissonance, loin de vous décourager, devient un révélateur précieux. Elle vous montre l'écart entre la parole et l'acte, entre ce que vous désirez être et ce que vous vivez encore. Comme un navigateur qui ajuste ses voiles face à un vent capricieux, vous apprenez à mesurer la tension centrale de votre propre souffle. Le stoïcien ne fuit pas ce désagrément. Il l'accueille. Il sait que la résistance est le creuset de la transformation. Quand le malaise apparaît, c'est le signe que quelque chose se prépare, que le mot ne demande qu'à devenir chair. Ainsi, chaque matin, ce court rituel vous rappelle la question essentielle. Quel écart dois-je combler aujourd'hui pour que ma parole et ma posture ne fassent plus qu'une? Vous ne cherchez plus l'illusion d'une voix parfaite. Vous cherchez l'authenticité d'un engagement incarné. Au fil des jours, vous commencez à observer un phénomène surprenant. L'affirmation, d'abord hésitante, gagne en fluidité. Votre voix se fait plus assurée, votre regard plus calme, et votre corps, peu à peu, cesse de trahir votre doute. Vous découvrez alors que cet inconfort initial n'était pas votre ennemi, mais votre allié. C'était la braise sous la cendre, la tension qui vous pousse à ajuster, à affiner, à rapprocher mots et gestes. Sénèque nous avertit, ce qui se fait par degrés se fait avec solidité. Ici, le degré est l'inconfort du matin. La solidité est la cohésion de votre être. Vous ne vous attendez pas à un grand bouleversement instantané. Vous acceptez que chaque petite friction soit l'amorce d'une dynamique nouvelle. Et vous constatez, sans trop savoir comment, que vous abordez votre journée avec un pas plus assuré, un souffle plus posé. Cette épreuve de la contrainte, loin d'être une punition, devient votre alliée silencieuse. Elle vous réconcilie avec la réalité de votre être, un être imparfait, certes, mais capable de se tendre vers sa propre parole. Elle vous enseigne la patience. Chaque jour, vous peaufinez votre geste, votre posture, votre voix. Chaque matin, vous tendez un peu plus ce fil entre l'intention et la manifestation. Et vous apprenez la plus belle des leçons stoïciennes. La vertu ne se proclame pas, elle se forge dans l'épreuve humble, constante et toujours renaissante. Il y a un moment précis dans chaque journée où la réalité vous rattrape. Ce moment, c'est celui où vos affirmations trébuchent. Vous aviez commencé fort, phrases claires, posture droite, engagement sincère. Et pourtant, à la première contrariété, tout vacille. Une parole tranchante, un regard de travers, un doute qui s'infiltre dans le silence. Et soudain, ce « je suis capable » semble lointain, creux, étranger. C'est ici que commence la vraie pratique stoïcienne. Non dans la répétition parfaite, mais dans le recalibrage humble. Épictète disait « ce n'est pas ce qui arrive qui trouble, mais ce que nous en pensons ». Ce principe prend tout son sens lorsqu'au cœur de votre journée, une pensée négative surgit. Vous ne l'avez pas appelée. Elle est venue seule, comme une bourrasque. Mais vous avez le choix, la laisser se répandre ou l'observer. Dans ces instants-là, le geste clé est d'identifier l'atrébuchement intérieur. Sans honte, sans panique. Juste reconnaître, voici une faille. Voici l'endroit où ma parole rencontre sa limite. Et dans cette reconnaissance lucide, vous introduisez un rituel simple mais profond. Un souffle conscient. Une seule respiration, posée, lente. Ce souffle n'est pas une fuite, il est un recentrage. C'est une manière de dire « j'ai vu, j'ai senti, et maintenant je choisis ». Vous ne niez pas la pensée qui vous trouble, vous ne luttez pas contre elle. Vous l'invitez à passer comme un nuage que l'on regarde depuis le sol, et vous reprenez votre chemin. Cet exercice peut paraître dérisoire. Une respiration, un constat. Mais l'âme humaine ne se transforme pas dans les éclats spectaculaires. Elle se façonne dans l'intime, dans la répétition discrète de gestes justes. Comme le forgeron trempe le métal dans l'eau froide pour en affermir la trempe, vous trempez votre affirmation dans la réalité rugueuse, jusqu'à ce qu'elle résiste.
jusqu'à ce qu'elles tiennent debout, même dans le vent. Avec le temps, vous découvrez un autre miracle silencieux. Ce n'est plus vous qui cherchez à imposer vos affirmations, c'est elles qui vous rappellent à l'ordre. À chaque pensée en désaccord, une voix intérieure, douce mais ferme, vous murmure « Reviens, respire, souviens-toi ». Vous devenez le témoin vigilant de votre propre transformation, non pas un spectateur passif, mais un sculpteur attentif qui polit, ajuste, affine. Le stoïcisme n'a jamais promis l'invulnérabilité, il promet la présence, la lucidité, l'art de tomber et de se relever avec une dignité accrue. Et cette dignité, vous la ressentez dans ces micro-instants où, au lieu de céder à l'ancienne mécanique mentale, vous choisissez le souffle, le silence, la direction. Vous n'êtes plus soumis à la première pensée, vous devenez le tisseur de la suivante. Chaque trébuchement devient alors une opportunité d'ancrer votre phrase dans la profondeur. Elle n'est plus une formule, elle est un appui, un point fixe dans le tumulte. Un feu intérieur qui ne se voit pas, mais qui réchauffe votre posture, votre voix, vos gestes. Et ce feu, vous le cultivez avec cette simple question. Chaque fois que vous sentez le vent tourner, comment puis-je, ici, dans ce trouble, incarner ce que j'ai choisi ce matin? C'est cela, l'accoutumance stoïcienne à l'adversité. Non une cuirasse, mais une mémoire du calme, une fidélité à soi-même, une force discrète, qui ne cherche pas à briller, mais à rester. Il y a des silences qui ne sont pas vides. Ce sont des silences habités, chargés de luttes invisibles que personne ne remarque. Des petites victoires intérieures, discrètes, presque imperceptibles. Mais pour celui ou celle qui les vit, ce sont des tremblements de terre émotionnels. Un mot qu'on n'a pas dit, une colère qu'on a contenue, un regard qu'on a osé soutenir, une affirmation que l'on a répétée, sans trop y croire, mais avec l'intuition que, peut-être, quelque chose en nous allait finir par y croire. Voilà ce que sont les micro-victoires, des fragments de nous-mêmes qui choisissent la clarté au milieu du chaos. Lorsque j'ai commencé à pratiquer les affirmations positives, j'étais tenté de tout mesurer en résultats visibles. Ai-je été plus confiant aujourd'hui? Ai-je obtenu ce que je voulais? Mais ce regard est piégeant. Il juge, il presse, il oublie. Il oublie surtout que la transformation intérieure ne se mesure pas en exploit. Elle se mesure en conscience. C'est là qu'intervient le journal. Non pas un journal de performance, mais un journal de présence. Chaque soir, j'y notais un seul instant de la journée où l'affirmation avait produit un effet subtil. Un souffle apaisé, une parole retenue, une pensée moins dure envers moi-même. Cette pratique a changé la nature même de mes journées. Car je ne les vivais plus seulement en quête de grands changements, mais comme une succession d'occasions d'observer, d'honorer, de nommer. Une affirmation devient réelle lorsqu'elle laisse une trace dans notre chair, dans notre voix, dans notre manière de marcher. Et le journal m'a permis de voir que ces traces existaient, même infimes, même fragiles, mais réelles. Écrire ces micro-victoires, c'est aussi leur donner du poids. Ce que l'on écrit, on l'ancre. Ce que l'on ancre, on l'habite. Et ce que l'on habite, finit par nous transformer. Chaque phrase notée devenait comme une pierre posée sur le sentier de ma reconstruction. Un sentier que personne ne pouvait voir de l'extérieur, mais que je sentais, chaque jour, sous mes pieds plus assurés. Un jour, j'ai noté ceci. Aujourd'hui, j'ai simplement dit à voix basse, « Je suis capable de tenir », juste avant une conversation difficile. Et j'ai tenu. Pas parfaitement, mais j'ai tenu. Cette phrase, isolée, pourrait sembler banale. Mais pour moi, elle portait une histoire. Celle d'une peur qui reculait, d'un doute qui n'avait pas gagné. C'est cela, une micro-victoire. Ce n'est pas gagner, c'est ne pas abandonner. Et peu à peu, je me suis surpris à attendre le soir, non pour juger ma journée, mais pour en recueillir l'essence. Ce petit moment où j'avais été en cohérence avec l'affirmation choisie. Ce moment où les mots avaient trouvé un écho, même fugitif, dans mon comportement. Le journal devenait alors un miroir. Non pas de perfection, mais de progression. Chaque micro-victoire notée renforçait une chose précieuse, ma confiance dans le processus, dans le fait que, oui, même si je trébuche encore, même si je doute encore, je suis en chemin. Et sur ce chemin, chaque pas compte, surtout les plus silencieux. Imagine un navire, seul sur une mer agitée. Le vent souffle avec violence, les vagues frappent la coque avec régularité. Il ne peut échapper à la tempête, mais il peut ajuster ses voiles.
Ce navire, c'est toi, ta conscience, ton esprit. Et les affirmations, ce sont ces voiles. Elles ne changent pas le vent, elles ne calment pas les flots, mais elles orientent le mouvement. Elles transforment la violence extérieure en direction intérieure. Quand j'ai commencé à utiliser les affirmations, je pensais qu'elles allaient me protéger des tempêtes, qu'elles allaient éloigner les doutes, apaiser les peurs, faire taire les voix critiques. J'avais tort. Elles n'ont pas arrêté la pluie. Elles n'ont pas apaisé l'océan. Mais elles m'ont appris à naviguer autrement, à garder mon cap quand tout autour semblait vouloir me faire chavirer. Le navire du sage ne cherche pas à fuir les vents contraires. Il apprend à les utiliser. Il sait que la mer n'est jamais totalement calme. Il sait aussi que l'important, ce n'est pas la violence de la tempête. C'est la solidité du gouvernail. C'est la lucidité du capitaine. C'est l'ajustement constant des voiles, selon les forces qui se présentent. Chaque affirmation est une voile que l'on tend, pas pour avancer à toute vitesse, mais pour ne pas dériver, pour ne pas tourner en rond, pour sentir que, même dans l'agitation, quelque chose en nous demeure stable, présent, orienté. Et c'est là que le stoïcisme devient plus qu'une philosophie. Il devient une navigation intérieure. Sénèque ne promettait pas des eaux calmes. Il promettait un calme intérieur, même au cœur des eaux les plus sombres. Épictète ne disait pas « ne ressens rien ». Il disait « ressens, mais ne laisse pas la vague gouverner ta direction ». Cela change tout. Ce que j'ai compris au fil de ces 30 jours, c'est que l'affirmation n'est pas une armure, c'est une voile. Et une voile ne protège pas, elle guide. Mais elle ne peut guider que si tu es là, conscient, présent, les deux mains sur le gouvernail. Si tu dors, si tu lâches, si tu crois que les mots seuls suffisent, alors tu dérives, même avec les plus belles phrases en tête. Le navire du sage ne se définit pas par l'absence de peur. Il se définit par la fidélité à sa route, par la force tranquille de celui ou celle qui dit, chaque matin, « Aujourd'hui encore, je vais tenter de régler mes voiles », par cette humilité immense de reconnaître que la mer ne se calme pas pour nous, mais que nous pouvons, nous, choisir comment voguer. Alors j'ai appris à écouter mes affirmations comme on écoute le vent, pas pour l'illusion d'un pouvoir magique, mais pour le rappel doux d'une direction. Je suis capable, je suis digne, je peux avancer. Et chaque fois que la peur soufflait, je tendais cette voile, même mal, même tard, mais je l'attendais. Et c'est cela, au fond, qui m'a permis de continuer à avancer. Il ne s'agissait pas d'une expérience miraculeuse. Il ne s'agissait pas non plus d'une routine de développement personnel comme on en voit partout. Il s'agissait d'un tête-à-tête avec soi-même. 30 jours pour arrêter de fuir. 30 jours pour écouter ce que les mots provoquent en soi, et ce qu'ils ne peuvent pas encore réparer. 30 jours pour comprendre que ce n'est pas l'affirmation qui change une vie, mais l'ajustement quotidien entre ce qu'on dit et ce qu'on ose faire. J'ai commencé avec des phrases mécaniques. Je les répétais le matin, le soir, parfois entre deux rendez-vous. Mais souvent, mon cœur ne suivait pas. Les vieux réflexes, eux, revenaient vite. Douter, se juger, fuir, attendre que l'extérieur valide ce que je n'arrivais pas à ressentir. Et pourtant, à force de pratique, à force d'inconfort volontaire, à force d'ajuster ses voiles, quelque chose a changé. Pas brusquement, mais durablement. La brume intérieure a commencé à se dissiper. Pas parce que les affirmations m'ont convaincu, mais parce qu'elles m'ont obligé à poser des actes, à devenir cohérent, à choisir, chaque jour, une micro-victoire plutôt qu'un grand discours, à faire, même petitement, ce que je prétendais être. Sénèque avait raison. Ce n'est pas peu de choses que d'aimer ce qui arrive. Ce n'est pas facile non plus. Mais quand on répète une affirmation avec courage, puis qu'on agit malgré la peur, on commence à se réconcilier avec soi. Non pas en se flattant, mais en se respectant. Ce respect-là, on ne l'obtient pas avec des mots. On le gagne à chaque fois qu'on se relève. À chaque fois qu'on reste digne dans l'ombre. À chaque fois qu'on se parle avec bienveillance. Même quand on échoue. Marc Aurèle disait « Agis selon ta nature, et tout ce qui t'arrive sera une matière première pour la vertu. » Je crois que c'est cela, la vérité cachée derrière les affirmations. Elles ne sont pas des formules magiques, elles sont des matières premières, et c'est à nous de les transformer, en action, en lucidité, en présence. Ce que je retiens de ces 30 jours, que les affirmations ne sont pas faites pour se convaincre qu'on est déjà quelqu'un. Elles sont là pour nous rappeler qui l'on veut devenir. Et plus encore, qui l'on décide d'être, quand tout autour pousse à l'oubli de soi. Alors oui, répétez-les si vous le voulez, mais surtout, habitez-les. Osez incarner ce que vous dites, même mal,
même un peu. Parce qu'à force de réessayer, à force d'ajuster, à force de choisir l'effort juste, la parole devient tremplin. Non plus épée vide, mais ancrage. Et c'est là que commence le vrai changement.